Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler quelques instants de ville et de tourisme. En effet, l'un et l'autre entretiennent d'étroites relations, parce que le tourisme a permis la redynamisation, la revitalisation de certains espaces, mais aussi parce que la ville a participé à la diffusion du tourisme et constitue aujourd'hui encore à la fois la principale destination des touristes et la principale source de touristes. Mais de quoi parlons-nous lorsque l'on parle de tourisme exactement? Tout débute avec le Grand Tour anglais. En effet, il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour assister à l'apparition du mot touriste, qui est d'abord un adjectif, puis un substantif issu de l'anglais, qui désigne à ses débuts les jeunes aristocrates britanniques qui effectuaient déjà depuis le XVIe siècle le tour ou grand tour, c'est-à-dire ce voyage éducatif qui permet de parfaire ses connaissances au contact des principales villes occidentales. Pourtant, le mot lui-même va mettre du temps à s'imposer, et ce n'est pas tout à fait sans raison. D'abord parce que les premières mobilités sont plutôt des mobilités liées à l'environnement ou à la question économique. Ensuite et surtout parce que le tourisme, à proprement parler, est une activité destinée plutôt à une élite, à la société la plus riche, la plus aisée, qui peut accomplir ces voyages. Le commun des mortels, lui, en reste définitivement exclu, en tout cas pour une certaine période. Et puis progressivement, de nouvelles richesses anglaises vont se créer, notamment issues de l'industrialisation britannique, et vont s'engager un peu sur la même voie que celle de ses prédécesseurs, en utilisant le grand tour pour parachever leur formation et s'instituer en véritables gentlemen. Après eux, de plus en plus de monde vont être touchés par cette fièvre du voyage culturel qui gagne le continent et vont s'empresser de rallier Rome et l'Italie pour y découvrir les glorieuses ruines de la civilisation romaine. Après cela interviennent progressivement les différentes stations thermales, nées à Bath par exemple, puis à Brighton, qui vont se multiplier sur tout le littoral continental et donner naissance à quelques-unes des stations de luxe qu'on connaît aujourd'hui. Viennent ensuite les stations touristiques alpines, qui elles aussi vont connaître un essor fulgurant sur lequel nous allons revenir d'ici quelques instants. Tourisme donc extrêmement important, d'abord lié à cette soif de connaissance, cette soif de culture qui permet la perfection de l'aristocrate, puis de l'homme riche britannique. Nous allons ensuite assister progressivement à un renouvellement plutôt récent. En effet, l'activité touristique, nous l'avons vu, date déjà de quelques siècles, mais pour connaître une véritable démocratisation, il va falloir attendre les années 80, plus ou moins. Et dans ces années-là, on entre effectivement dans une redéfinition du tourisme avec l'émergence du tourisme de masse qui va avoir de causes, mais aussi de conséquences, l'essor démographique. En effet, une grande majorité des personnes aujourd'hui dans le monde vit en ville. Au niveau européen, c'est plus de 70%. Même constat au niveau de l'Amérique du Nord. Au niveau mondial, nous l'avions vu, 54%. Et donc très logiquement, la ville attire le monde et donc attire les touristes. Mais elle va aussi générer des touristes, générer des flux touristiques de personnes qui s'enrichissent progressivement, dont la situation économique et sociale s'améliore et qui sont en quête de divertissement d'ailleurs. Autre cause, autre conséquence également, la régénération économique. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir des années 70, une véritable crise économique a secoué toute l'Europe et le monde entier de manière plus générale. Elle a créé ainsi d'importantes difficultés en ville principalement, notamment en termes de perte d'emploi, de disparition des bases industrielles, mais aussi l'apparition de nombreuses friches industrielles au cœur même des villes. Et donc ces nouveaux espaces vont participer aussi à la dégradation de l'image de la ville, qui devient un espace en régression. Le tourisme, dans ce sens-là, va contribuer à une régénération de l'espace urbain, en transformant les anciens espaces industriels en nouveaux espaces attractifs et culturels. Cette nouvelle attractivité va être soutenue notamment par un ensemble de tendances qui favorisent la pratique du tourisme urbain, par exemple l'intérêt pour la culture et le patrimoine, ou l'émergence de grands équipements de divertissement, centres commerciaux, centres sportifs, musées, etc. Donc, d'une certaine manière,
La crise économique et le développement de la démographie va participer à l'essor du tourisme, mais cet essor va également participer à la redynamisation de la ville et à l'accroissement de l'attractivité de ces espaces. Donc dans une certaine forme de cercle, si on peut le dire, le tourisme va développer la ville qui va elle-même développer le tourisme. C'est d'ailleurs ce dont témoigne ici Gravary Barbas en 2006. La ville des loisirs, s'inspirant du modèle des parcs à thème, propose une urbanité créée de toutes pièces où le citadin client peut trouver convivialité et ambiance festive et s'adonner à la consommation du plaisir. Consommation à proprement parler, mais aussi loisirs, distractions ou attractivité préférée. Activité préférée, pardon. Tout en prenant un bain de foule et en se laissant agréablement surprendre par une ambiance de fête bon enfant. C'est là tout le principe de la ville, offrir une grande diversité d'activités tout en favorisant un confort, un quotidien qui permette de parler au plus grand nombre. Donc la ville va véritablement se développer en offrant de plus en plus de choix dans un cadre de plus en plus vaste à tous ses clients. Ainsi va émerger progressivement une ville à deux visages. La ville en tant que centre économique, c'est ce dont témoigne très bien la City anglaise, par exemple, à Londres, qui domine l'économie mondiale et exerce une gouvernance qui dépasse très largement les frontières du pays, et parallèlement l'attrait touristique croissant à travers les différents monuments, notamment londoniens, qui redéfinissent aussi un petit peu le visage que l'on pourrait percevoir de ces ensembles. Donc une ville à deux visages, à la fois centre économique, centre de pouvoir et centre touristique, attractif, séducteur, qui attire un grand nombre d'individus, même si ces derniers n'ont pas forcément de lien direct avec l'économie en place. La question qui se pose cependant est celle de son avenir. Quel avenir pour le tourisme en ville? Nous l'avons vu récemment, principalement à travers le Covid, le tourisme a été l'un des secteurs les plus touchés, puisqu'à partir du moment où une pandémie se déclare, les frontières se ferment, les transports s'arrêtent, l'activité touristique se met en parenthèse. Donc ce genre de pandémie peut avoir un impact certain sur le tourisme mondial, sur le tourisme des villes, au profit d'autres formes de tourisme, peut-être un peu plus locales. Cela dit, bien évidemment, le Covid n'est pas éternel, l'homme est appelé à se renouveler, à trouver d'autres alternatives. Le tourisme n'est pas mort pour autant. Mais c'est intéressant de voir que certains événements peuvent avoir un impact majeur sur l'organisation de la ville et sur l'activité en ville. Voilà ce qu'il en était donc de manière générale de ce lien entre ville et tourisme. Je vous propose maintenant de nous attarder sur un cas un petit peu particulier. La question de la ville se pose ici puisqu'il n'est pas certain qu'on puisse parler véritablement de ville, mais les stations touristiques alpines sont une illustration justement de cet impact du tourisme sur l'urbanisation et de la nécessité de se réinventer. En effet, vous le savez certainement, la plupart des stations touristiques alpines, notamment valaisannes, sont nées à travers deux grands événements. Le tourisme de cure, tout d'abord, avec l'émergence des sanatoriums, notamment à Crans-Montana, l'objectif étant de permettre à des populations malades, notamment de la tuberculose, de bénéficier de l'air pur des Alpes pour se revigorer et guérir. Mais parallèlement, le tourisme est aussi né de l'essor de l'alpinisme qui va attirer de plus en plus de curieux sur les sommets, d'abord dans un but sportif et de découverte, puis qui va s'ouvrir au plus grand nombre et donc attirer une population de plus en plus vaste et de plus en plus hétérogène. La question qui se pose cependant est de savoir si finalement ce tourisme n'est pas destiné à disparaître. En effet, du point de vue des sanatoriums, ils ont pour la plupart fermé. Et si on a encore quelques patients qui viennent dans les Alpes pour se ressourcer, c'est principalement pour l'excellente qualité des centres hospitaliers, des cliniques privées ou des cliniques de chirurgie esthétique. La tuberculose, elle, ne fait plus de ravages tels qu'elle en faisait autrefois et l'air pur du Valais et des Alpes de manière générale n'est plus seule garante de cette manne touristique. De la même manière, vous le savez, le réchauffement climatique, le changement climatique de manière générale a également un impact sur la couverture neigeuse, par exemple. Et il est de plus en plus difficile pour certaines stations de basse et de moyenne altitude d'ouvrir sur des périodes suffisamment étendues pour garantir leur survie à long terme. Enfin, la question du prix
se pose de plus en plus puisque le ski est destiné d'une certaine manière à devenir une activité de luxe. Aujourd'hui, en famille, la question des abonnements devient une question extrêmement importante, peu abordable malgré des tarifs indigènes qui permettent encore à certains de pratiquer le sport. Deux autres éléments viennent également influencer tout cela suivant les espaces. La pratique du ski, par exemple, dès l'enfance. En effet, de plus en plus de jeunes ne pratiquent plus le ski, ne font plus de camps de ski à l'école, et donc cette pratique a tendance à disparaître au sein de la population, d'autant plus au sein d'une population souvent originaire d'autres pays, migrante donc, portugaise, italienne, espagnole, qui n'a jamais pratiqué le ski et du coup ne va pas renouveler cette population qui la pratique. Enfin, la question de l'urbanisation que nous avions déjà évoquée avec l'émergence de plus en plus fréquente de résidences secondaires qui viennent dénaturer le paysage. On est bien évidemment ici sur une image caricaturale, il est peu probable que le Cervin ressemble un jour à cela. Cependant, dans certaines stations, à l'image de Verbier, où on a privilégié les résidences secondaires plutôt que les hôtels, l'urbanisation a eu des conséquences sur l'attrait général de l'espace et sur l'environnement lui-même. Il est donc à se demander si on peut continuer dans ce sens-là éternellement. Dans cette situation-là, la réponse semble assez évidente, non. On ne peut pas espérer vivre du tourisme éternellement pour ces stations. Certaines d'entre elles s'en sortiront toujours. Zermatt, par exemple, a cette attractivité phénoménale que lui apporte le Cervin. Et qu'il y ait de la neige ou non, le Cervin restera toujours là, ce qui permettra à Zermatt de s'en sortir. Ajoutez à cela une longue tradition hôtelière qui lui garantit un certain standing et une offre relativement alléchante. Zermatt est aujourd'hui l'une des rares stations mondiales à proprement parler. Par contre, pour toutes les autres, il s'agit de se réinventer, de trouver des alternatives, de proposer autre chose, de se diversifier pour rester attractif, pour faire face à la concurrence, mais pour faire face aussi, comme nous l'évoquions précédemment, à la diminution de la couverture neigeuse ou de la période durant laquelle les touristes affluent pour skier. C'est ce que fait Verbier, par exemple, avec le Verbier Festival, la musique classique, comme Hackstatt, par exemple, qui s'impose de plus en plus comme une nouvelle opportunité d'attirer les touristes sur d'autres périodes de l'année. Ça se fait dans de nombreuses stations actuellement, pas uniquement autour de la musique classique d'ailleurs. Trouver d'autres activités également à travers le vélo, mais aussi le parapente par exemple. C'est chercher des alternatives qui permettent de mieux répartir cette population de touristes sur tout l'ensemble de l'année. Plutôt que d'avoir une concentration sur quelques mois hivernaux, d'avoir une offre qui permette d'attirer du monde aussi bien au printemps qu'en été et même jusqu'en automne, de manière à s'assurer un afflux régulier, peut-être moins important sur certaines périodes, mais régulier malgré tout, et intéressant d'un point de vue économique. Enfin, dernière possibilité, développée notamment par Crans-Montana, mais par d'autres également, l'organisation de grands événements sportifs, à l'image de la Coupe du monde de ski, qui permet d'attirer une certaine population, mais aussi d'accroître la visibilité de la station à l'échelle mondiale. Donc les stations touristiques sont assez représentatives finalement de ce lien entre tourisme et ville, puisque l'on voit très spécifiquement dans ces espaces l'impact du tourisme sur le développement de la station et la nécessité pour cette station de rester attractive, de multiplier l'activité touristique et l'offre touristique pour rester vivante. Faute de quoi, elle pourrait progressivement être amenée à mourir et à être désertée par les résidents locaux. Voilà donc ce que nous pouvions dire aujourd'hui de ville et de tourisme. J'espère avoir été aussi clair que possible. Comme toujours, cependant, je reste à disposition pour vos questions et dans l'attente de ces dernières, je vous souhaite une excellente semaine.